Très bien. Alors on va démarrer cette présentation. Donc l'objectif va être de vous présenter Dolibar, les nouveautés de Dolibar V13. Donc on va y aller. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, commençons déjà par les généralités. Alors, donc, Dolibar V13, donc, c'est un ensemble de 207 nouvelles fonctionnalités. Parmi ces 207, il y en a 37 qui sont dédiées aux développeurs. Alors, bien sûr, on ne va pas toutes les parcourir, mais on va voir dans les principales, celles qui sont, on va dire, marquantes, puisque après, il y a beaucoup de petites évolutions qui peuvent être insignifiantes. Donc d'abord, commençons par ce que l'on appelle le look and feel. Dolibar essaie de s'améliorer sur l'aspect esthétique régulièrement à chaque nouvelle version. Donc on va introduire par petites touches des améliorations qui vont améliorer l'aspect esthétique de Dolibar. Ça, c'est un chantier de longue haleine qui va se continuer, qui a été entamé il y a quelques versions et qui va continuer à chaque version. Et donc, dans cette catégorie, on va retrouver plusieurs petites améliorations. Donc, commençons par voir déjà une petite amélioration qui a été faite sur les, les listes déroulantes. Donc, sur les listes déroulantes, dorénavant, vous avez une vue donc un petit peu plus colorée, un petit peu plus jolie. Donc, on va basculer sur l'application pour avoir une vue réelle de ce que l'on a. Et on va voir par exemple donc sur les listes déroulantes, notamment des utilisateurs, nous allons avoir la photo. Alors ici sur mon instance de démo, je n'ai pas de photo, mais la photo d'utilisateur va apparaître sur les listes déroulantes qui ont un rapport avec les utilisateurs. On va retrouver quelque chose de similaire sur les pays par exemple, mais on va aussi avoir la même chose sur les langues. Où on aura un petit drapeau, voilà. Donc c'est vraiment assez mineur, mais c'est le genre de petites choses qui améliorent l'esthétique. Nous avons également des petits pictos qui apparaissent, email, téléphone, sur les formulaires, dans le mode de création. Donc si on revient par exemple ici sur notre formulaire de création d'utilisateur, on voit qu'on a un petit picto spécifique pour l'iPhone, pour le téléphone, pardon, pour l'email, le fax, le mobile. Et on va retrouver ça dans à peu près tous les écrans. Donc ça a été un peu généralisé. Il y a encore quelques endroits où ça manque, mais nous sommes encore en bêta, donc il y a encore des corrections qui sont en train d'être faites sur cette version. Et donc voilà, donc c'est ces petits pictos qu'on va retrouver à plusieurs endroits dans les écrans et qui vous permettent très vite de retrouver l'écran. On sait qu'on veut modifier email, en général le regard se porte très vite sur le champ. Donc c'est aussi un gain de temps. Une autre amélioration sur l'aspect look and feel, c'est que lorsqu'on va afficher, on va passer sa souris sur un objet, sur le lien d'un objet, on va avoir, donc on avait un petit rappel des informations principales de l'objet, on va avoir maintenant en plus le statut. Donc concrètement, si je prends par exemple, voilà, un devis, je passe ma souris dessus, et je vois qu'en fait au niveau de la petite pop-up, j'ai en plus le petit flag du statut qui est inclus dans cette pop-up. On a aussi dans la configuration de son environnement, on peut personnaliser
l'aspect esthétique sur le domaine des couleurs. On a fait une petite amélioration au niveau de l'écran qui permet de faire cette configuration. Donc on voit ici que par exemple pour configurer la couleur de fond d'écran, par exemple de ma barre de menu du haut, je vais choisir, donc au lieu de prendre le bleu traditionnel de Dolibar, je vais choisir un orange. Je clique et c'est tout de suite effectif. Donc ça permet d'avoir un aperçu en temps réel au fur et à mesure que l'on modifie ces couleurs. Si je change la couleur d'écran et que je mets quelque chose, un bleu par exemple, voilà. Donc on a une vision temps réel. Donc je ne vais pas sauvegarder et je vais revenir sur le mode le thème par défaut. Ensuite, nous avons sur la page, sur toutes les pages en fait, alors ici nous avions en haut à droite un petit icône qui permettait d'accéder à l'aide en ligne. Donc ce petit icône est toujours présent, mais si on va sur une page où on a une aide en ligne qui est vraiment spécialisée par rapport à la page, vous voyez, j'ai le visuel qui a changé, j'ai un petit point qui apparaît pour dire que voilà, on a une page vraiment spécifique dans la doc par rapport à cette page. Par exemple, si je vais sur la configuration des emails, on voit qu'on a effectivement une doc spéciale. Si je clique sur le lien, j'arrive directement sur la page de doc en rapport avec la configuration des emails. Ensuite, on a plusieurs widgets, des widgets supplémentaires qui sont apparus. On ne va pas tous les parcourir, mais voilà, il y a quelques widgets en plus qui sont disponibles pour être intégrés sur la page d'accueil. Une deuxième catégorie d'évolution majeure, c'est la catégorie de la sécurité. Donc là, il faut savoir que l'association Dolibar a lancé une campagne de Bug Bounty. L'objectif de cette campagne était de solliciter des experts en sécurité pour essayer de trouver les failles Dolibar. Donc, des failles, on en trouve toujours. Il y en a des majeures, des mineures. Il y a deux grosses failles majeures qui ont été trouvées, qui ont été donc corrigées. Et là, sur cet écran, vous avez le nombre de corrections qui ont été faites de sécurité, mais tout niveau d'importance confondu. Voilà, donc on est à près de 120 correctifs de sécurité qui ont été faits. Alors il faut être franc, presque 100% des failles de sécurité ne sont exploitables que si on possède déjà un compte. Voilà, hormis les deux majeures qui ont été corrigées, toutes les autres nécessitaient d'avoir un compte et sont surtout des failles de type CSRF qui ont été corrigées. Troisième famille d'améliorations majeures, c'est les évolutions qui ont été faites dans le module TechPOS. Donc TechPOS, c'est le module de point de vente qui permet donc de transformer son Dolibar et son ordinateur en terminal de point de vente pour enregistrer des paiements, un passage à la caisse dans un magasin par exemple ou dans un bar. Donc parmi ces évolutions, nous avons la possibilité de créer le tiers, donc de créer le client directement depuis ce point de vente. Nous avons sur la liste donc on va aller faire un petit tour sur le point de vente pour aller voir ça. Alors, hop. Donc nous voici sur le terminal de point de vente. Lorsque l'on choisit, donc souvent on l'utilise avec un tiers générique.
Mais pour les quelques cas qui utilisent des tiers nommés, on a la possibilité, donc lorsqu'on choisit le tiers à qui on va réaliser la vente, on a la possibilité de créer directement le tiers. Et donc il va être créé et sélectionné automatiquement. On a la vision, lorsqu'on met des produits dans son panier, de voir la quantité en stock directement. Donc ici, je n'ai pas activé le module stock, donc je n'ai pas mis d'entrepôt, mais sinon le stock apparaît ici. En général, sous la quantité, vous avez un petit picto ou en dessous à côté, entre parenthèses, qui indique la quantité qui reste dans le stock propre au point de vente, donc propre au magasin. Voilà, sous réserve qu'on a configuré un stock propre au magasin, ce qui n'est pas le cas ici dans la configuration que j'utilise. On peut encaisser avec un paiement différé, c'est-à-dire qu'on va encaisser, mais on va indiquer que ce n'est pas un paiement en carte, que ce n'est pas un paiement en liquide, mais c'est un paiement en différé, ce qui permet d'enregistrer ensuite le paiement ultérieur dans un système de paiement qui serait externe, qui n'aurait rien à voir avec Dolibar. Le multipoint de vente supporte également la gestion du multidevise. Donc on va choisir sa devise et ça va permettre de générer la facture dans la devise de son choix. On a également le numéro du terminal qui va être conservé en mémoire lorsqu'on va quitter le point de vente. Donc vous savez que le point de vente est multi-terminal, donc si on a 5 PC, on peut avoir chacun 5 terminaux. Donc lorsqu'on se connecte au point de vente, on va choisir son terminal. Donc là j'en ai qu'un, mais si j'en ai plusieurs, je peux décider de quel terminal j'utilise. Et en général, cette information va être conservée, ce qui permet ensuite sur chaque ordinateur, lorsqu'on va se connecter, on va tout de suite être pré-positionné sur le bon terminal. Ce qui évitera à certains postes d'aller se connecter sur le terminal d'un autre par erreur. Ensuite, parmi la famille, on va dire, de fonctionnalités que j'ai mis en général, donc les choses pêle-mêle, nous avons des actions de masse. Nous avons beaucoup d'actions de masse qui ont été rajoutées. Donc j'ai mis quelques exemples dans ce transparent. La possibilité de positionner des tags, donc tags ou catégories, hein, c'est la même chose, sur les pages d'un site web, par exemple, donc dans le module site web de Dolibar. La possibilité d'effacer en masse des factures à condition qu'elles soient à l'état brouillon. Donc si on imagine qu'un automate a créé des factures en brouillon, qu'il y a eu des erreurs, ben on va pouvoir toutes les sélectionner et les effacer en masse. On va pouvoir effacer des événements. Mais il y a beaucoup voilà, j'en oublie pas mal. Prenons par exemple la liste des actions dans l'agenda, par exemple. On doit avoir, lorsqu'on est en mode liste, on doit avoir aussi des actions de masse, voilà, qui sont par exemple positionnées en cours, terminé, voilà. Donc ils sont aussi des actions de masse qui ont apparu, voilà. Et il y en a encore d'autres. J'ai pas la liste exhaustive, mais il y en a, voilà, pas mal à pas mal d'endroits différents. Nous avons ensuite beaucoup plus de profils d'export disponibles, ainsi que des profils d'import. Et parmi ces profils, nous avons notamment les profils d'import de devis, de commandes, de factures fournisseurs. Donc ça importe à la fois les objets, mais également les lignes. Donc bien sûr, il faut faire l'import en deux temps, pour ce qui est de l'import. Donc on va importer d'abord les commandes, par exemple, et ensuite on va importer le détail, les lignes de commande. Voilà, donc ça ce sont des nouveaux profils qui sont disponibles en standard. Je jette un petit coup d'œil en même temps au chat, pour voir s'il n'y a pas des questions en parallèle. Alors le chat n'est pas redaté, donc je ne sais pas si ça vit. C'est bon, je viens de voir quelque chose apparaître, donc c'est bon.
Donc, a priori, pour l'instant, pas de questions majeures, mais il y aura une séance questions-réponses à la fin, donc vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. Ensuite, le module comptabilité. Alors là, il y a beaucoup d'options qui sont apparues pour définir les valeurs par défaut, pré-remplir donc voilà des filtres. Donc le but c'est de faciliter l'opération de remplissage du module comptabilité avancé avec des choix sur des filtres de date, de présélection que l'on peut définir par défaut, qui permettront de gagner du temps dans l'opération de réalisation de sa comptabilité, donc l'association des codes comptables, la ventilation dans les journaux. Voilà, donc ça c'est des options qui sont apparues. Nous avons ensuite deux règles très importantes qui sont apparues dans le module Email Collector. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu passer, le module Email Collector, c'est un module qui permet d'aller interroger sa boîte mail pour réaliser des actions en automatique. Donc allons voir par exemple sur une instance de test. Donc par exemple le module Email Collector pour collecter des leads. Donc on imagine qu'on a une boîte mail dédiée au contact email entrant. Alors évidemment, on va tomber sur un plantage. Je ne suis pas encore arrivé, mais ça va arriver. Donc les email collecteurs, pardon, je me trompe. Donc collecteur d'email. Alors je n'ai pas la permission. Je vais aller me donner des permissions. Bon, et ben voilà, on est tombé sur un bug. Il fallait que ça arrive. Donc je ne peux pas vous montrer, si ce n'est peut-être en passant sur une autre instance. Eh bien non, j'ai le même problème. Alors, vous ne verrez pas, donc je vais vous le décrire. Et donc vous avez la preuve que nous sommes bien sur une version bêta. Donc ces deux fonctions qui sont donc dans l'email collector, on déclare des filtres. Donc c'est des filtres, ça peut être sur l'entête du mail, le from, le destinataire, le sujet, le contenu même du message. Et on décrit ensuite des actions. Donc est-ce que l'on va créer un tiers, est-ce que l'on va créer un lead, donc un projet de type opportunité, est-ce que l'on va créer juste un événement. Donc on a donc deux choses, les filtres et les actions. Et dans les filtres, on a donc deux filtres supplémentaires qui permettent de filtrer pour savoir si le mail a été envoyé par son Dolibar ou s'il n'a pas été envoyé par son Dolibar. Donc ça c'est important parce que ça permet par exemple de ne pas prendre en compte les emails qui font déjà l'objet d'un échange, d'aller-retour avec la Dolibar même. Donc j'envoie un devis, par exemple, ben voilà, le message a été envoyé par Dolibar. Je veux exclure ce mail-là des emails collectés. Donc voilà, donc ça a ses utilités. Il y a plein de cas d'utilisation où en fait on était bloqué à cause de ces filtres manquants.
Ensuite, on a une fonctionnalité qui permet de lister les stocks à une date donnée. Donc aujourd'hui, dans Dolibar, on avait une vision du stock, mais c'était une vision courante. On peut aujourd'hui aller dans le temps et aller voir donc au niveau de ces stocks. Alors je vais revenir sur la version de la V13. Voilà, on va. Alors le problème c'est que j'ai une base vide, donc mais bon, vous voyez l'esprit. On va choisir une date. Donc une date dans le passé et non dans le futur comme je viens de faire par exemple. Voilà, ah non, la base n'était pas vide. Voilà, j'ai choisi ma date dans le passé, j'ai ma vision du stock, donc qui était le stock que j'avais à la date choisie, ainsi que comparé avec la vision du stock actuellement. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité intéressante. La fonction qui permet de voir le stock dans le futur, donc en se basant, donc ce qu'on appelle le stock théorique, hein, en se basant sur les dates des commandes qui restent à honorer, etc. Pour l'instant, cette fonction, je pense, n'est pas encore implémentée. Je vais juste faire un test et on va... Voilà, donc vous voyez que la fonction n'est pas encore implémentée. Donc on a juste pour l'instant la vision du stock à une date donnée, mais dans le passé. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui en sont en train de fuser. Ce que je vous propose, c'est que je vais revenir aux questions à la fin. Voilà, je reprendrai le chat, je déroulerai à la fin et je reprendrai les questions pour pas interrompre le flux. Ensuite, nous avons le support de la génération de documents, donc sur le même principe que l'on a aujourd'hui pour générer les documents sur des factures, des commandes, etc. Nous avons la possibilité de générer des documents, donc à la fois en PDF, mais aussi via le principe des templates ODT sur les tickets. Donc je rappelle, le module ticket, c'est le module qui permet de suivre avoir une gestion de support d'incidents, de demandes, donc de tickets au sens assistance. Ensuite, nous avons une nouvelle interaction possible dans le module workflow, c'est de clore automatiquement une intervention lorsqu'on clôt ticket. Donc bien entendu, c'est sous réserve que l'on a créé l'intervention depuis le module ticket ou que celle-ci a été liée après coup au module ticket. Voilà, donc c'est une automatisation qui permet d'interagir d'un module à l'autre qui a été ajoutée. Parmi les autres fonctionnalités, nous avons également une page qui permet de gérer des règles dans le module de déclaration des notes de frais. Donc des règles sur des montants maximum. Donc c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée, elle était latente, hein, elle était dans le code depuis un moment mais pas visible. Là elle a été rendue visible, il est probable qu'elle soit pas encore tout à fait stable, donc là les développeurs pour tester cette fonctionnalité sont bienvenus. Donc c'est dans la configuration du module des notes de frais où on va avoir un onglet en plus qui va permettre de définir des montants maximum que l'on peut déclarer par exemple. Une fonctionnalité également très importante qui apparaît, c'est la possibilité d'envoyer des rappels automatiques suite à des événements planifiés dans l'agenda. Donc on a deux types de rappels, les rappels par email et les rappels par une notification sur une pop-up sur le browser. Donc si on va voir sur un événement de l'agenda, alors l'événement, on va prendre un événement existant. Alors je n'ai pas activé la fonctionnalité, on va y aller. Donc dans le module agenda,
Voilà, donc on a un onglet en plus qui s'appelle Rappel. On va activer les rappels par une pop-up sur le browser et la possibilité également de rappel par email. Donc le rappel par email ne fonctionnera qu'à condition que vous avez activé aussi le module de tâches planifiées automatiques de Dolibar, hein. Donc une fois qu'on a rendu possible la fonction de rappel, on va aller sur un événement de l'agenda. Et nous avons maintenant donc la possibilité de créer un rappel automatique. Et on va choisir si c'est un rappel de type pop-up ou un rappel de type email. Et on va choisir combien de temps avant cela va s'exécuter. Voilà. On va sauvegarder et toutes les personnes qui ont été assignées à l'événement, donc imaginons que j'assigne Alice et Albert à cet événement, vont recevoir ce rappel soit de type pop-up, soit de type email. Alors attention, si je mets un rappel par exemple de type email 10 minutes avant, et si j'ai planifié mon planificateur de tâches automatiques dans Dolibar pour s'exécuter qu'une fois par jour, ça ne va pas marcher. Il faut bien sûr que le délai du planificateur soit en cohérence avec le délai possible que l'on accepte dans le notificateur de rappel d'événement. Donc en l'occurrence, si je veux vraiment un rappel 10 minutes, il va falloir que je lance mon planificateur de tâches Dolibar toutes les minutes par exemple, ou toutes les 2 minutes. Ce qui ne pose pas de problème particulier, hein, mais il faudra s'assurer que la cron s'exécute bien toutes les 2 minutes. Alors, nous avons un nouvel éditeur de devises. Donc ça c'est pour le module multi-devises. On va pouvoir éditer les devises dans le montant d'une devise à une date donnée et non plus forcément la date du jour. On va pouvoir modifier le montant de cette devise à une date qui va être postérieure ou supérieure par exemple. Alors supérieure, je l'imagine pas, on ne peut pas trop deviner quels vont être les cours de demain, mais on va dire antérieur c'est utile dans certains cas d'utilisation. On peut choisir, depuis l'interface d'administration, la taille du logo telle qu'elle va apparaître sur les documents PDF. Donc ça c'est intéressant pour ceux, parce qu'on avait des logos carrés, des logos larges, des petits, des gros. Voilà, et sur le document PDF, il apparaissait tel que Dolibar le voulait. On va pouvoir maintenant choisir. Une fonction très intéressante, c'est la possibilité de changer le taux de TVA sur toutes les lignes d'un objet d'un coup. Alors si je prends par exemple une commande qui serait à l'état brouillon, évidemment je n'en ai pas. Un devis, en voilà un. Voilà, on voit ici que j'ai 3 lignes avec un taux de TVA à 0 dans ce devis. Ben, j'ai un petit bouton qui va me permettre de dire, ben voilà, je vais appliquer le taux de TVA sur toutes mes lignes. Et mon taux de TVA a été appliqué sur toutes mes lignes d'un coup. Donc ça permet de changer le taux de TVA en masse. Donc ça c'est très utile pour ceux qui ont des devis, ou des devis, des commandes ou des factures avec un nombre de lignes très important et où il faudrait faire une correction parce que le taux de TVA par défaut n'est pas le bon. On peut positionner des tags et des catégories sur des pages du module site web. C'est un module qui n'est pas très utilisé pour l'instant, donc on va y passer. Oui, dans la fonction de réapprovisionnement, on va pouvoir faire du réapprovisionnement non pas global à l'entreprise, mais par rapport à un stock particulier. Donc là, on va juste rajouter le filtre de l'entrepôt. Bien entendu, c'est sous réserve que l'on a activé l'option pour décider d'un stock optimal par entrepôt. Et dans ce cas-là, sur un entrepôt donné, on va dire mon stock optimal de tel produit, c'est 25, 50. Sur tel entrepôt, c'est autant. Et on va pouvoir décider de faire un réapprovisionnement par entrepôt plutôt que global à la société.
On a la fonction qui permettait de définir plusieurs niveaux de prix sur un produit, qui maintenant est compatible avec la fonction des variantes, des produits variantes, hein. Donc je rappelle, les produits variantes, c'est une option, un module que l'on active euh, dans le but de gérer des déclinaisons de produits. Par exemple, je vends des vélos, mais ces vélos, ils peuvent être soit bleus, soit rouges, soit avec des grandes roues, soit avec des petites roues. C'est le même, c'est juste voilà la couleur qui change et la taille des roues. J'ai plusieurs combinatoires. Donc c'est ce module variante qui, avant, lorsqu'on l'activait, on ne pouvait pas utiliser la fonction de multi-prix, multi-niveau de prix. Maintenant, on peut le faire. Parmi les autres fonctionnalités, nous avons le support également de Samba 4 AD dans le module LDAP. Ça fonctionnait très bien avant avec le LDAP Samba 3. Donc on peut aussi maintenant tout à fait utiliser Samba 4. Active Directory. Et puis enfin, donc plein d'autres modules, enfin plein d'autres petites évolutions dans plein de modules différents, hein. Donc ça fait partie des 207 évolutions que j'ai évoquées au tout début et que je n'ai pas, évoquées dans le début de cette présentation. Donc celles-là, étant mineures, on va pas les évoquer, mais je vous invite à aller consulter le fichier changelog si vous voulez les voir. Bon, c'est un fichier un peu indigeste parce que chaque fonctionnalité est décrite en une ligne, mais il a le mérite d'être exhaustif puisqu'il est généré de manière automatique. Ensuite, nous avons des évolutions pour les développeurs. Donc, nous avons nettoyé beaucoup et encore beaucoup de code. Nous avons rajouté beaucoup d'API REST. Nous avons ajouté beaucoup de hooks. Il y a, alors là, juste quelques-unes en plus, mais c'est toujours ça de prix, quelques tests unitaires supplémentaires. Nous avons également des variables de substitution supplémentaires. Je vais en citer une par exemple. Par exemple le pied de page d'une facture ou dans les modèles d'un email, on pouvait mettre le montant comme variable de substitution pour être remplacé automatiquement à la rédaction ou à l'envoi d'un mail ou à la rédaction, la génération d'un PDF. On a maintenant par exemple une variable de substitution qui remplace le montant mais en lettres. Voilà, alors c'est pas compatible avec toutes les langues, mais ça a l'air de bien marcher, en tout cas pour le français. Donc c'est une nouvelle variable de substitution qui est disponible. J'aurais pu mettre ça dans les fonctionnalités utilisateurs d'ailleurs, plutôt que développeurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de variables de substitution qui sont plus orientées pour les développeurs, donc c'est pour ça que on le retrouve ici. Je n'ai pas de mémoire la liste de toutes ces variables de substitution. Mais en ouvrant simplement la pop-up qui les affiche toutes quand on en est dans les écrans d'Olibar, vous pourrez les retrouver. Nous avons ensuite une nouvelle fonction, une nouvelle méthode qui est très intéressante qui s'appelle Dual Button to Open URL in Dialog Pop-up. Son nom dit tout. Je vais vous en faire une démonstration. Elle est utilisée dans un endroit d'Olibar, mais elle pourra être utilisée ensuite dans plein d'autres endroits et par les développeurs que ça intéresse. Donc je vais aller dans le module site web, là où cette fonctionnalité est utilisée. Donc le module site web, je vais prendre par exemple un site web exemple. Donc voilà un exemple de site web qui a été généré par le générateur de site web de Dolibar. Et parmi les fonctionnalités dont on a besoin pour faire un site web, c'est de mettre des images. Ces images, il faut les centraliser dans un gestionnaire de médias. Ce gestionnaire de médias, il est ici. C'est ce petit picto que vous avez ici en haut à droite. Et quand je clique dessus, voilà, j'ai dans une pop-up, donc vous voyez ici, une page qui s'affiche. Et cette page, il faut savoir que c'est exactement la même que la page qui sert. Enfin, c'est une page existante de Dolibar en fait. C'est pas une page qui a été faite pour. Donc c'est simplement le fait de mettre le dol, d'ouvrir cette page avec le dol get qui fait que ça s'ouvre dans une pop-up. Autre exemple, la page pour éditer les tags.
Donc en fait, si je reprends le module gestion de documents, vous voyez ici, j'ai le module gestion de documents, je retrouve le même gestionnaire de fichiers que celui que j'ai dans le module website, parce qu'en fait c'est exactement la même URL, avec juste un paramètre pour modifier le répertoire que l'on va scruter. Mais voilà, le fait qu'elle s'ouvre dans une pop-up, c'est simplement parce que le bouton a été créé en utilisant cette méthode. Et cette méthode s'occupe en fait d'aller nettoyer le menu du haut et le menu de gauche. Ensuite, nous avons des améliorations du module Builder, donc le module qui permet de fabriquer des modules. Donc, nous avons la possibilité de mettre du code dynamique dans la propriété Enabled. Donc, le module Builder, on déclare des objets. Parmi les déclarations, on va dire, c'est les conditions à laquelle une propriété, donc par exemple, je ne sais pas moi, l'âge du capitaine dans l'objet élève pour un module de gestion de classe a été créé, bah l'âge du capitaine, il est activé que si, et on met une condition. Et cette condition, elle peut être dynamique, elle peut contenir du code PHP maintenant. Donc si la condition est vraie, bah, le champ va être visible dans l'interface. Si elle est fausse, le champ va tout simplement être invisible et ne va pas être proposé ni dans les formulaires ni dans les listes. Avant, on mettait 0 ou 1, tout simplement. Nous avons d'autres propriétés qui permettent de définir le CSS de cet objet tel qu'il va apparaître dans les formulaires ou dans les listes. On avait un CSS avant, c'était le même qui était appliqué à la fois pour la colonne d'une liste, mais aussi pour le champ dans le formulaire de création ou de modification. Maintenant, on a des propriétés séparées, donc on peut appliquer un CSS différent dans un formulaire de création de celui qui va être utilisé dans la liste lorsqu'on va être en mode liste. Enfin, on peut définir également un petit picto qui va apparaître devant le champ de saisie, donc juste pour égayer le champ de saisie. J'avais évoqué dans le look and feel qu'on pouvait, que certains champs, voilà, le téléphone par exemple, on avait un petit dessin de téléphone qui apparaissait devant le champ. Et ben on peut avoir ce petit effet également avec les champs que l'on génère avec module Builder. Petite parenthèse sur la compatibilité. Pas trop de changements. On est toujours compatible avec toutes les versions. La migration fonctionne toujours de la même manière et toujours aussi bien, y compris avec une très vieille version de Dolibar qui aurait été installée il y a 10 ans. Voilà, sous réserve que vous avez installé votre Dolibar moyennant les méthodes recommandées. Il y a encore beaucoup de gens qui installent en utilisant Dolywamp. Alors ce n'est pas la méthode recommandée. Dolywamp, je rappelle, c'est un package tout fait qui est très bien pour faire du test sous Windows parce qu'il va installer non seulement Dolibar mais également Apache, MySQL, tout le socle technique nécessaire pour installer un Dolibar. Donc pour ceux qui n'ont pas de connaissances techniques, c'est très bien. Voilà. Par contre, comme ça touche, ça installe un socle technique, la migration, dès qu'on change ce socle technique, n'est pas possible. Et donc là, en l'occurrence, Dolywamp, vous ne pourrez migrer que si vous avez installé une version 12. Vous pourrez installer la version 13 de Dolywamp, ça vous migrera. Mais si vous êtes sur une version plus ancienne, il faudra utiliser la méthode manuelle. C'est-à-dire, je fais une sauvegarde, je désinstalle, je réinstalle Dolywamp V13 et je recharge ma sauvegarde. La méthode où tout est automatisé, où j'installe juste ma version et Dolibar détecte automatiquement et fait la migration automatique, elle marche très bien pour tout, sauf pour Dolywamp. Voilà. On est toujours compatible avec toutes les versions de PHP supérieures à la 5.6 jusqu'à 7.4. Il y a des développements qui ont été entamés pour être compatibles avec la V8. Si vous voulez contribuer, je vous invite à tester. C'est pas mal avancé, mais ce n'est aujourd'hui pas encore au point. Peut-être ce sera prêt pour la release qui aura lieu en janvier. Peut-être pas, ça va dépendre on va dire, de l'activité qu'on a sur ce sujet. Mais voilà, les tests unitaires ne passent pas encore en V8, mais ils sont plutôt bien avancés. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez aider à faire avancer ce chantier, vous pouvez d'ores et déjà passer en V8
les grosses frontières ont été levées. Maintenant, c'est surtout des points de blocage très locaux à certains endroits, à certaines pages, dans certaines lignes de code qu'il faudra débloquer. Ensuite, les nouveaux modules. Donc là, ce sont les grosses améliorations qui n'ont que je n'ai pas évoquées jusqu'ici parce qu'elles sont majeures. C'est la fonction, par exemple, des générations des fichiers CEPA pour les encaissements des fournisseurs. Vous pouviez déjà fabriquer des fichiers CEPA pour payer en masse vos clients, c'est-à-dire tous les clients qui ont fourni un mandat CEPA. À la fin du mois, qui ont une facture, vous pouvez avoir placé ces factures en mode paiement, en mode CEPA, et puis à la fin du mois, vous alliez dans Dolibar, et grâce au module de paiement CEPA, vous pouviez générer un fichier et ensuite envoyer ce fichier à la banque pour faire un prélèvement automatique de tous les clients d'un coup. Ça, c'était bien pour les clients, ça marche très bien. Par contre, on ne pouvait pas le faire pour les fournisseurs. Bah voilà, donc il y a un module maintenant en V13 qui permet de faire l'équivalent pour ces fournisseurs. Donc toutes les factures fournisseurs qu'on a encaissées, on peut très bien les flaguer pour dire je paye en CEPA. Et à la fin du mois, je fabrique le fichier CEPA et je paye tous mes fournisseurs en envoyant mon fichier CEPA à ma banque. Autre nouveau module, c'est le module réception. Donc on pouvait déjà fabriquer les réceptions dans Dolibar, on va dire les déclarer pour ensuite avoir un effet sur le stock. Par contre, voilà, c'était une fonction qui était intégrée dans l'écran de réception des commandes fournisseurs de Dolibar. Maintenant, on a quelque chose qui ressemble plus au module expédition de Dolibar. Donc c'est un module à part entière et donc on peut faire des choses plus détaillées que ce qu'on pouvait faire auparavant. Voilà, donc c'est une philosophie vraiment identique au module d'expédition que l'on avait avant en V12. On a également un prototype d'un module qui s'appelle rapport intracom. Donc c'est pour ceux qui font de la vente à l'étranger. L'intracom, donc c'est une déclaration administrative que l'on doit faire. C'est pas en stable, c'est vraiment prototypé. C'est vraiment pour l'instant à la destination d'un public français. Je ne sais pas ce que ça donne dans le cadre d'une utilisation pour un autre pays que la France. Et vous ne le trouverez pas en actif par défaut. Donc c'est vraiment une fonctionnalité, il faut avoir basculé votre Dolibar en mode développement ou expérimental, je ne sais plus bien, enfin l'un des deux, pour pouvoir voir ce module visible. Mais voilà, je l'annonce pour ceux qui seraient intéressés pour l'expérimenter. Voilà, donc il a pour vocation de fabriquer un rapport en quelques clics. Également, là pour les développeurs, un module qui s'appelle Zapier. Zapier, je vous résume vite fait à quoi ça sert. Donc c'est un site web, un service en ligne qui permet de s'interfacer avec 2000 applications existantes. En fait, chaque application, on va dire, déclare son protocole et s'arrange pour être compatible avec Zapier. Et une fois que l'on est compatible avec Zapier, du coup on est compatible avec toutes les applications du marché. Mais quel que soit, ça peut être une application de mail, ça peut être une application, un autre ERP, un CRM, ça peut être un e-commerce. Voilà, il y a plein d'applications déjà compatibles Zapier. Donc là, il y a un gros intérêt à ce que Dolibar soit présent chez Zapier. Donc moi j'ai déjà fait quelques tests. Donc pour l'instant, on a quelques interfaces qui sont disponibles. Donc ça marche dans les deux sens, hein, de Dolibar vers Zapier, mais aussi de Zapier vers Dolibar. Donc il faut se créer un compte Zapier, il y a une petite manip à faire pour déclarer Dolibar dans son compte Zapier pour qu'il soit connu parmi les applications, parce qu'il ne l'est pas par défaut, il n'est pas dans la liste des 2000 applications par défaut. Mais il y a une petite manipulation qui est décrite dans un fichier README qui permet d'avoir son Dolibar sur son compte Zapier connu. Et à partir de là, après dans Zapier, on va à la souris dire, voilà,
quand j'ai telle action qui est faite euh, chez Uber, et ben automatiquement ça me déclenche la création de ma facture dans Dolibar. Alors c'est un mauvais exemple parce que la notion de facture, elle n'est pas encore gérée, mais ce qui est géré aujourd'hui, c'est par exemple la gestion de création du tiers. Mais voilà, ça ne demande qu'à être amélioré, puisque ça se base sur les triggers et sur les API de Dolibar. Donc on peut imaginer que très très vite, on saura à peu près interfacer tout avec de n'importe quoi dans Dolibar via cette interface Zapier. Donc les curieux eux, pourront aller voir. Donc là c'est clairement à l'état de développement, hein. Ensuite, un autre module qui est le module de gestion des recrutements. Alors là c'est simple, c'est un module qui va permettre de suivre son processus de recrutement. Donc on va déclarer un poste pour lequel on cherche à recruter. Voilà, donc je cherche un développeur web, je vais indiquer que je veux un développeur web. On va éventuellement lui mettre un projet, un email de contact, etc. Et on va créer sa fiche. Donc par exemple ici j'ai 3 fiches. À partir du moment où on a créé une fiche de recrutement, on possède une URL publique. Ah, je n'ai pas activé l'interface publique. Donc on va aller l'activer. Voilà, donc on va autoriser l'interface publique. Voilà. À partir du moment où on a activé l'interface publique, on a une URL sur laquelle on peut communiquer, qui va être juste la fiche descriptive de poste. Bon là j'ai pris un poste qui a déjà été pourvu, donc on voit que justement lorsque le poste va être placé à pourvu dans Dolibar, si on oublie de supprimer cette page en ligne, ben c'est pas grave, Dolibar indiquera que le poste a été pourvu. Mais voilà, donc c'est une fiche toute faite. Donc la personne peut répondre par mail. Et on a, puisqu'on a évoqué le module email collector, on a également un collecteur du mail qui est préparamétré, qui permet de récolter les mails et de automatiquement aller enregistrer. Donc je vais revenir à mon administration Dolibar. On a automatiquement la possibilité avec l'email collector de créer automatiquement toutes les candidatures que l'on reçoit par email. Bien sûr, on va pouvoir les saisir également manuellement. Donc on va dire que voilà, pour ce poste de développeur, j'ai reçu la candidature de Dupont, etc., etc. Je vais l'écrire, je vais y mettre un statut. Et cette candidature, eh ben, elle va suivre son workflow, on va la valider. On va la commenter, on va y mettre des notes. Et on va l'accepter ou la refuser. Voilà. Et donc, à partir du moment où elle aura été acceptée, donc le poste aura été validé pour cette personne-là. Donc, bien sûr, on va pouvoir envoyer des mails aux candidats avec des templates de mails tout prêts et prêts à l'emploi. Et une fois que le candidat, on aura passé sa fiche au statut recruté, on va pouvoir convertir cette fiche en un utilisateur Dolibar.